pas compris en début, qu'est-ce que ça va terminer. Vous savez qu'à l'université, si quelqu'un a fait des études ici, il sait que dès le début à l'université, on vous essaie de, comment dire, d'éduquer, que vous saurez la fin avant que vous commencez à écrire. C'est une des techniques pour réussir à l'université. Savoir quelle sera la dernière ligne, comment on commence à écrire le premier livre. Et c'est la première fois que j'ai écrit un livre sans savoir où je vais aller. Donc, je me souviens qu'au début, je pensais que ce serait le premier chapitre sera tout le livre, c'est-à-dire une critique sur la Bible comme un livre historique. Et après, je me suis laissé aller jusqu'à l'exil et jusqu'à l'actuelle ethnocratie, l'État communautaire qui s'appelle Israël. Bon, j'ai parti d'une simple logique. Et parfois, je pense que je suis comme cet enfant dans l'histoire d'Andersen, Christ. Andersen, vous savez qu'il dit « le roi est nu », vous vous souvenez? Bon, j'étais sûr que je ne suis pas génie, c'est la raison que j'ai commencé à écrire le livre. Et j'ai senti tout le temps que je suis cet enfant qui pose une question très très simple. La question était comme ça. Si j'applique le mot « peuple » sur le français, si j'applique le mot « peuple » pour les Allemands, les Japonais, les Vietnamiens, les Italiens, même les Italiens. Donc, est-ce que je peux appliquer ça sur les Juifs? Je me souviens aborder cette simple question. Si j'applique le mot « peuple » sur un groupe humain, c'est-à-dire dans le sens aujourd'hui, moderne de peuple, peuple français, peuple américain, j'applique ça à un groupe humain très large qui partage, qui ont en commun certaines cultures laïques. Vous êtes d'accord ou non? Bon, c'est-à-dire qu'ils partagent une langue, certaines nourritures parfois, musique parfois, et beaucoup des autres, comment dire, actes symboliques culturels qui appartiennent plus ou moins à la majorité de cette société. Si quelqu'un ne partage pas là, je ne peux pas dire qu'il appartient au peuple français, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas un mot. Il peut parler mal, mais il doit savoir un peu, comment dire, de communication. Et voilà, je me posais la question, pourquoi on applique le mot « peuple » sur les Juifs? Vous savez, il y a des Juifs maintenant à Dniepropetrovsk qui pensent peut-être émigrer en Israël à cause des choses dures qui se passent là-bas. Mais ils ne savent pas un mot en hébreu, vous comprenez? Et pas seulement ça, quel est le rapport entre ces Juifs de Dniepropetrovsk avec un Juif qui vient de Casablanca? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce qu'ils se rassemblent comme l'antisémitique qu'on pensait toujours? Non, je peux vous assurer. Et invitez-vous à Tel Aviv pour regarder les mélanges aujourd'hui entre toutes les communautés, toutes les vagues d'immigration. Bon, je ne crois pas que, justement, que c'est les structures physiques qui font un juif. Même que vous savez qu'il y a des chercheurs, des ADN en Israël et à New York, qui cherchent un ADN commun pour les juifs. Est-ce que vous savez ça? À ma propre université, on fait une recherche pour dévoiler les gènes juifs. Bon, je ne crois pas qu'il y a un gène juif, j'apporte ça dans le livre, je me confrontais avec certains généticiens. Donc, qu'est-ce qui est commun à travers les âges entre les juifs? Il n'y a pas une culture laïque, ils ne parlent pas les mêmes langues, ils ne mangent pas les mêmes nourritures, ils n'ont pas les mêmes musiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'applique le mot peuple juif? Et vous devez savoir que dans le Moyen-Âge et dans l'Antiquité, on a utilisé largement le mot peuple sur n'importe quoi. Vous savez qu'à Moyen-Âge, on a dit peuple chrétien. Donc, vous appartenez au peuple chrétien? Non, je ne crois pas. On peut définir aujourd'hui un peuple chrétien? Non. Peuple de Dieu, on a dit au Moyen-Âge. Et vous savez, si vous ouvrez la Bible, par exemple, vous allez voir des utilisations tellement bizarres de mot peuple. Donc pourquoi peuple juif? Voilà, c'est le point de départ, si vous voulez, que j'ai essayé de décomposer.
si vous voulez, l'histoire sioniste, l'idéologie sioniste, et les bases, si vous voulez, communautaires de l'État que je vis qui s'appelle Israël. J'ai commencé avec la Bible. À la suite, si vous voulez, des fouilles archéologiques qui ont montré déjà dans l'année 90 que l'exode d'Égypte n'a pas eu lieu. Il n'y a pas beaucoup d'archéologues en Israël qui croient que l'exode d'Égypte des Juifs a eu lieu. Vous pouvez imaginer ça? Moi, même à l'époque, j'étais jeune gauchiste, à la fin des années 60, début des années 70, et que je me définis à cette époque comme antisioniste, avec Warshawski. Même à cette époque, radicale, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas, j'ai cru que l'exode des Juifs, c'est un fait historique. Le royaume de David et Salomon, c'est des faits historiques. Tout ça, c'est des mythes. Il n'y avait pas un royaume de David et Salomon. Il n'y avait pas d'exode. Donc je pensais prendre les acquis des archéologues, l'améliorer un peu, examiner un point de vue historique et faire un petit livre. Et je me souviens qu'en terminant ce chapitre sur la Bible, et pour vous expliquer, l'Ancien Testament, la Bible, qui est une grande œuvre théologique, c'est la base du monothéisme occidental. Vous êtes d'accord, non? Et quand je dis occidental, c'est aussi l'islam, même si vous ne me plaît pas. Vous savez, c'est les bases du confucianisme, je voulais dire. C'est les bases de toutes les religions en Occident, islam inclus. Une grande livre théologique. Mais en Israël, à partir de 7 ans, on apprend à chaque école, soi-disant laïque, il y a des cours spéciaux Bible. Pourquoi? Moi, j'ai passé toute ma vie à étudier la Bible. Et pas comme livre théologique. Ils n'ont pas essayé de me faire un élève qui croit en Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Oh, le miracle, c'est de l'imagination. Ils voulaient m'apprendre que c'est la vraie histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire, on apprend la Bible comme le premier livre d'histoire des Juifs. Bon, je pensais justement décomposer cette mythe. Mais, et c'est ça qui est intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui disent nos ancêtres les Gaulois. C'est vrai ou non? Peut-être le lecteur des marines ici et là, il y a des vieillards, je crois, lecteurs des marines qui peuvent répéter ça. Vous êtes d'accord? Mais je ne crois pas que si vous prenez même un admirateur d'Emmanuel Valls, aujourd'hui, qui va dire nos ancêtres les Gaulois, même un admirateur de Valls, vous êtes. Non, c'est pas une blague, parce que vos parents, par exemple, vos parents, c'était plus facile pour dire nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Et les grands-parents, beaucoup plus. Vous avez eu les grands-parents, c'est sûr. Pardon? Ils avaient des yeux bleus. Et ils avaient tous les cheveux blonds, les yeux bleus comme vers Figueris. Mais pour revenir, c'est une blague, hein? Les Français ont arrêté de croire qu'ils sont les directs ancêtres des Gaulois. Les Italiens sont sûrs qu'ils ne sont pas des descendants de Jules César aujourd'hui. Avec après les Berlusconi et tout ça, ils sont sûrs que c'est pas une répétition de Jules César. Mais les Allemands, c'est même interdit de croire qu'ils sont des descendants des Ariens ou des Teftons. C'est clair ou non? Et même aux États-Unis, ils sont cessés de croire qu'ils sont des descendants des puritains directs et que l'Amérique est blanc et puritain et anglo-saxon. Mais il y a une droite que les gens, et je n'exagère pas, croient qu'ils sont des descendants des anciens Hébreux. Et c'est Israël. Et hélas, pas seulement en Israël. Si vous allez demander à Finkielkraut, il va dire aussi qu'il est descendant direct des anciens juifs ou hébreux, je ne sais pas quoi. Je ne blague pas.
D'ailleurs, c'est la raison qu'il était reçu hier à l'Académie française. Non, c'est-à-dire c'est une carte qui joue bien maintenant. Être descendant d'une race... Pardon? Excusez-moi, il s'est présenté, mais il n'a pas été. Si, aujourd'hui. Vous savez, je peux me tromper sur Israël, mais pas sur la France. Pour revenir, beaucoup, et c'est assez à la mode des Juifs à Washington, à New York, à Paris, croient qu'ils sont des descendants directs des anciens Hébreux. Vous pouvez vérifier et parler avec eux. Et je me souviens que je termine le chapitre un peu trop long à mon goût sur la Bible, qui n'est pas un livre d'histoire, du tout. Je me souviens aller à la bibliothèque de l'Université de Tel Aviv. Nous avons une grande bibliothèque. Je ne peux pas dire riche, mais une grande bibliothèque. Presque chaque communauté juive dans le monde a une thèse de doctorat, ou un livre, ou une brochure. Et je me souviens de lire un petit article, pas très important, qui a mis une question sur l'exil. Est-ce que les Juifs, ou les Judaïens plutôt, étaient exilés par les Romains à 70 après Jésus-Christ? Vous savez, c'est les dates. Les Romains ont écrasé les révoltes fous des croyants juifs. Est-ce que Rome a exilé les peuples juifs? C'est la base de toute, pas seulement les mythologies juives, mais toute la justification de la colonisation juive à partir de la fin du 19e siècle. C'est la base qui légitime la colonisation sioniste à la fin du 19e siècle. Ça veut dire que les Juifs étaient exilés par la force. Ils ont erré comme ça dans le monde 2000 ans, arrivés à Moscou, ont fait demi-tour et retourné chez eux. Vous rigolez, mais si c'était devant un public israélien, je fais ça de temps en temps, ils ne rigolent pas, ils sont choqués. Mais c'est pas vrai. Bon, sauf le demi-tour, le reste est vrai. Ne rigole pas. Je cherche, je me souviens le jour, c'est-à-dire, je posais la question, parce que c'est écrit dans les déclarations de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est clair et net. Les bases de de notre toute loi, c'est écrit qu'on est arraché à 70 de notre terre, et voilà, on commençait à errer 2000 ans, jusqu'à que, voilà, demi-tour. Maintenant, je commençais à chercher des livres sur l'acte d'exil. Je suis historien. C'est les premières choses, hein. Et je n'ai pas devant moi des témoins de cet exil, c'est clair, hein. 2000 ans. Pas 67 ans. 2000 ans. 67, non, 66, 48. 66. Non, 2000 ans, il n'y a pas de témoins directs, donc des livres. Et je vais à la bibliothèque de l'Université de Tel Aviv. Et je me souviens le jour que je cherche un livre de recherche. C'est-à-dire, dans le manuel, comme j'étais à l'école, j'ai appris toujours que les Juifs étaient exilés. Je ne trouve pas un livre. Vous pouvez imaginer? Un livre. Je me souviens être assez choqué. Moi, ex-gauchiste, qui a cru à tous ces mythes. Parce que j'étais politisé, mais pas, comment dire, je n'ai pas encore dépolitisé l'histoire juive. Vous comprenez? Donc je cherche un livre sur l'acte d'exil. Il n'y a pas. Je retourne à la bâtiment où j'enseigne et je demande des spécialistes d'antiquité juive et où je peux trouver un livre de recherche, quelque chose sur l'exil. Ils m'ont répondu, on n'a jamais écrit un livre pareil. Je dis, mais pourquoi on n'a jamais dit qu'il y avait un exil? Mais comment on sort dans le corridor, on demande les premiers étudiants s'il y avait exil des Juifs? Oh non, tout le monde va répondre, il y a eu lieu. Et pas seulement ça, vous entrez aujourd'hui à l'Académie française et demandez, est-ce qu'il y avait des exils des Juifs? Tous les académiciens vont dire, bien sûr. Il n'y a pas un livre, ni à Tel Aviv, ni à Paris, ni à New York, ni à Washington, et ni à Jérusalem.
Bon, vous comprenez? D'un côté, il y a un bagage énorme de mythes autour de l'histoire des Juifs, et de l'autre côté, aucune recherche, parce qu'il n'y avait pas eu un exil. Les Romains n'ont pas exilé des peuples, ou des groupes humains. Ils ont massacré parfois. Vous savez, ils n'étaient pas très très gentils. Même que les Européens se prennent comme les descendants de l'Empire romain, comme Jacques Le Goff et les autres. Bon, je voulais dire une chose importante, qu'il n'y a pas aucun travail scientifique, historique, sur les actes d'exil des Juifs. Et voilà, à partir de ça, j'ai commencé plus en plus à être sûr de moi-même. Parce qu'en général, je ne suis pas sûr de moi-même. J'ai dû boire un peu d'alcool pour ne pas être trop timide, par exemple. Et je me demande deux questions après ça. Première question, si les Juifs n'étaient pas exilés, et comme un peuple de Pekno qui a travaillé la terre, n'ont pas aussi erré comme ça pour le plaisir. Deux questions. Qu'est-ce que sont devenues les populations en place? Ça, c'est la première question. Ah, si on n'a pas exilé, ils ont continué à vivre là-bas. Deuxième question, comment il y a tellement de Juifs dans le monde, surtout à l'Europe de l'Est? Deux questions simples d'un enfant. Pour la première question, très vite j'ai compris. J'ai cherché, parce que je suis chercheur professionnel. N'oublie pas, j'ai le doctorat, tout ça. J'ai cherché. Donc j'arrivais très vite à voir qu'il n'y a pas de travaux sur la population en place. Mais logiquement, si vous voulez, avec un peu de signes que j'ai essayé de gratter ici et là, parce que tout est occulté. Cette population qui n'était pas exilée s'est convertie plus en plus au christianisme, comme tout autour de Méditerranée, vous devez comprendre. Le judaïsme était une date de prosélytisme dans les premiers pas. C'est le premier monothéisme prosélytiste. Et c'est important de comprendre ça. Donc, sur place, aux Judées qui deviennent Palestine, la population commence à se convertir au christianisme. Mais c'est dur. Croire à un fils de Dieu, vous savez, c'est très loin. Hein? Mais, 7e siècle, l'islam arrive, et voilà les grandes conversions. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez l'attitude aujourd'hui de parler, surtout à l'Académie française, sur la civilisation judo-chrétienne. Vous savez, judo-chrétien. Dès que je vois le terme judo-chrétien, vraiment, je vous à vomir. Et pourquoi? Et c'est important de comprendre ça. Je suis sûr que dans le discours inaugural de Finkielkraut à l'Académie française, les mots judo-christianisme étaient prononcés. Voilà. Dans mon premier livre, j'ai dit que ma tante qui était amenée à Auschwitz ne savait pas qu'un jour l'Europe va se définir comme judo-chrétien. En 1941, personne n'a pas défini la civilisation européenne ni les nations françaises comme judo-chrétien. Vous savez ça? Et si judo-chrétien, pourquoi judo-islamique? C'est plus proche, vous savez. Judaïsme, au point de vue théologique, judaïsme et islam sont beaucoup plus proches. Et d'ailleurs, ils ont vécu beaucoup mieux, une à côté de l'autre, que le judaïsme et le christianisme. Mais ça, on ne parlait pas trop, parce que nous sommes dans les civilisations judo-chrétiennes ici, à Toulouse. Je ne rigole pas, c'est ça, les couleurs des temps maintenant. Ce n'était pas autrefois. Charles Maurras n'a pas pensé qu'il vit dans les civilisations. Il était aussi dans l'académie, vous savez, Charles Maurras. Et vous savez que la plupart des membres à l'Académie française, en 1940, étaient collaborateurs atroces antisémites. Je ne rigole pas, Académie française, 1940, la plupart, la majorité écrasante des bandes antisémites. Aujourd'hui, non. Judo-islamisme, oui. Plus logique. Relativement, les Juifs ont souffert beaucoup moins sous l'islam que sous le christianisme. Donc, j'ai commencé à répondre sur la question, qu'est-ce que la population en place, qu'est-ce qu'elle arrivait en place?
ils sont islamisés. Et voilà, je reçois des lettres des Arabes, des Palestiniens, qui disent « Ah, nous sommes les vrais Juifs !» Bon, j'ai calmé ça. C'est-à-dire, je ne crois pas que les Palestiniens aujourd'hui sont les descendants directs des anciens Juifs ou anciens Hébreux. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont sales comme les Juifs, comme les Français, comme tous les autres peuples dans le monde. Sales dans le sens qu'ils sont mélangés. Chaque occupant, chaque conquérant qui est arrivé en région a laissé son sperme. Vous savez, les soldats, c'est terrible. Et surtout que les Arabes sont venus sans les femmes. Vous comprenez ça? Sur les chevaux. Sans les femmes. Non, je ne rigole pas. Donc, j'essaie de dire que non, vous n'êtes pas des ancêtres. Et vos ancêtres ne sont pas les Gaulois ni les Hébreux. Mais les chances qu'un Palestinien aujourd'hui à Hebron sera un descendant de cette ancienne population en place est 1000 fois plus grand que moi. Shlomo Sand, d'origine juive polonaise, sera un descendant de cette population ancienne. Et voilà, j'ai découvert très vite une chose qui était occultée par l'historiographie sioniste, israélienne et mondiale, que le judaïsme était prosélytique et les juifs dans le monde, déjà dans l'Antiquité, déjà à l'époque de Méditerranée, c'était les premières, si vous voulez, religions prosélytiques. Sauf à certains moments, viennent des gens intelligents comme Saint Paul, en français, Paulus, mais Saint Paul, et fait cette révolution paulienne fantastique, que nous sommes tous des descendants directs, qui a essayé de faire universaliser le monothéisme beaucoup plus que le judaïsme a fait ça auparavant. Vous comprenez? Et surtout, c'est-à-dire il a développé un logiciel, on dit, logiciel plus amical pour se rapprocher de Dieu. Vous savez que le judaïsme a obligé de se couper, de se circoncire. C'était pénible. Vous savez ça? C'était difficile. Et voilà Saint Paul, le génie. Pardon? Et douloureux. Très douloureux. Mais Saint Paul a inventé le Windows 8, logiciel beaucoup plus amical. Mais les mêmes choses, vous devez savoir, il faut apprendre à l'université, pas le judaïsme, le christianisme. Les cours premiers doivent être le monothéisme avec ses étapes. Judaïsme, ou plutôt yovisme, judaïsme, christianisme et islam. Donc, royaume de Rémia, personne ne savait pas. Et au Maghreb, il y avait un royaume juif, de Daïa el-Kaïna, vous savez ça? C'est-à-dire, les Berbères étaient judaïsés avant que l'islam est arrivé. C'est-à-dire, les Berbères juifs sont plus anciens que les Berbères musulmans. Oui, je sais que les Français d'origine berbère ne vont pas aimer les choses que je dis. Mais ils ne sont pas séfarades. Vous savez qu'est-ce que c'est séfarade? Séfarade, c'est Espagne. Donc, on s'est défini comme séfarade et les juifs d'Europe de l'Est. Mes parents, tout ça, c'était Ashkenaz aussi, des bluffs. Être en Europe, hein, séfarade, c'est en Europe. Ashkenaz, c'est Europe. Ashkenaz, c'est l'Allemagne. Je suis descendant des juifs d'Europe de l'Est. Pour revenir, le prosélytisme était fort et il y avait des royaumes juifs, pas seulement au Maghreb, pas seulement en arabe, ailleurs aussi, et le plus grand royaume, un vrai empire, c'était, si vous voulez, entre la mer Caspienne et la mer Noire qui s'appelle le Khazar. Parce qu'il n'y a pas aucune explication pour expliquer et faire clair comment il y a tellement de juifs en Europe de l'Est. D'accord? Je crois que les décompositions de cet empire avec l'arrivée des Mongols a contribué beaucoup que cette population en Europe de l'Est, juif, va être, en point de vue démographique, la chose la plus importante du monde. Juif. Bon. Si vous voulez comme ça, je fais un tour très vite sur le premier livre. Dans le deuxième livre, j'ai encore du temps un peu, oui.
vous parlez des Khazars, est-ce que ça a été confirmé? Parce que dans votre livre, vous avez laissé ça au conditionnel, en disant que... Qu'est-ce que ça confirmait? Est-ce que j'ai raconté des Khazars? Le royaume des Khazars. Oui. Ah non, je voudrais faire clair une chose importante. Il n'y a pas une discussion, premièrement, qu'il y avait un empire qui s'appelle Khazar, aucune discussion, aucun doute. Deuxième chose, il n'y a pas aucun doute que cet empire s'est converti au judaïsme. Jusqu'à l'année 60, en Israël, la plupart des historiens ont confirmé que cet empire juif est les bases démographiques du judaïsme de l'Europe de l'Est, jusqu'à l'année 60. Après la guerre de 67, après la conquête de Jérusalem entière, c'était impossible de dire que les Juifs ne sont pas des descendants directs de David le roi. C'est-à-dire, si vous voulez savoir, la plupart des travaux sur les Juifs de l'Europe de l'Est, et je cite sans cesse, les sionistes aussi, ont dit que les Juifs, voilà, sont venus de l'Empire khazar. Hélas, cet empire de nomades a laissé très peu de traces. Nous avons beaucoup d'informations sur cet empire à travers les historiens, les chroniqueurs musulmans et arabes. Je dis musulmans et arabes parce qu'il y avait des Persiens aussi. D'accord? Donc il n'y a pas de doute, qu'il y avait un empire, il n'y a pas de doute que c'était juif, sauf que les sionistes, à partir de la fin des années 60, disent « Oh, mais c'était seulement l'aristocratie qui n'était pas large. » Vous comprenez? C'est-à-dire pour convaincre que ceux qui ont conquéré El-Quds à 67 sont des soldats descendants directs de Ancien-Hébreu. Autre hypothèse pour expliquer comment il y a tellement de Juifs déjà au XVIIe siècle à l'Europe de l'Est, parce que ce n'est pas possible qu'ils sont venus de l'Ouest. Ce n'est pas possible parce qu'en Allemagne et chez vous en Alsace, il y avait très peu de Juifs dans le Moyen-Âge. Très peu, c'est-à-dire quelques milliers, pas plus. Et voilà. Les premiers sondages qui ont fait au XVIIe siècle, pas de sondages, non, on découvre qu'il y a, au XVIIe siècle déjà, il y a de l'Europe de l'Est quelque chose comme 1 million, plus, 1,5 million de Juifs, et probablement beaucoup plus, comme l'Europe de l'Ouest, il y a 100 000, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas d'autre hypothèse qui peut expliquer ça. Les Juifs de l'Europe de l'Est n'ont pas mangé mieux. Et même que l'antisémite pense que sexuellement l'homme juif est terrible, vous savez, l'imaginaire. C'est pas vrai, on ne peut pas faire avec le sexe plus des enfants, seulement avec des pains. Vous savez ça, non? Pas aujourd'hui, autrefois. Et les Juifs, si vous voulez, en Angleterre, en France, en Allemagne, on mangeait beaucoup mieux que mes ancêtres, les descendants des Khazars à l'Europe de l'Est. Bon, je vais continuer maintenant. Je ne peux pas tous mes livres, sinon ça va durer vraiment toute la nuit. Mais en terminant le premier livre, il y avait beaucoup de questions. On m'accusait un peu, les gauchistes, que je n'ai pas abordé vraiment les colonisations. C'est-à-dire, j'ai mis les doigts, je voulais décomposer l'idée forte du judaïsme comme race, comme ethnie, et je laissais un peu à côté les processus, les justifications, la légitimation de la colonisation de la terre d'Israël. Donc après que j'ai été critiqué à ma gauche, à ma droite, je voulais répondre à ma gauche, c'est-à-dire décrire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la terre sainte est devenue la terre des Juifs. Et ça, c'est le deuxième livre. Bon, les gauchistes immédiatement ont dit que c'est meilleur que le premier. Vraiment, j'ai des amis qui disent que le deuxième est mieux. Je ne crois pas, parce que le premier est innocent. La deuxième est déjà manipulative un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais, politiquement si vous voulez, la deuxième. Et voilà les titres de cette conférence. Vous devez savoir, le sionisme n'est pas judaïsme. Le sionisme, c'est la négation du judaïsme.
Pas que je suis adepte de monothéisme juif, pas du tout. Hein. Je suis pas seulement laïque, mais je suis critique de tout le monothéisme. Je n'ai pas aucune préférence et vraiment, je suis critique. Au début du XXIe siècle, c'est difficile pour moi de continuer, comment dire, aborder les problèmes du monothéisme de façon calme, surtout les dégâts maintenant dans le monde arabe. Revenir sur la question judaïsme ou sionisme. Je répète, le sionisme, c'est la négation du judaïsme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, ce n'est pas la Bible. Vous comprenez? L'Ancien Testament n'est pas juif. Est-ce que vous savez ça? Non. Pourquoi vous ne savez pas une chose tellement... C'est-à-dire, ce n'est pas les casars, les choses simples. Il faut pas savoir beaucoup, savoir et déchiffrer les faits. Et ça, c'est très intéressant que 3 catégories humaines, historiques, ont adopté la Bible. La Bible. Ce n'est pas les Juifs. Vous devez savoir que dans les yeshivot, c'est-à-dire l'école... Hein? Les hindous? Non, les yeshivot. Les yeshivot, c'est-à-dire l'école rabbinique. Dans l'école rabbinique, à travers l'âge, très important dans le judaïsme, quelque chose vraiment sérieux. On a appris la Bible. C'est-à-dire, ils savaient la première partie qui s'appelle Torah, mais à travers l'étude du Talmud. On n'a pas pris Ishaïa, Jérémia et tout ça. On n'a pas pris, on a étudié les prophètes, pas du tout. Il n'y avait pas de discussion philosophique autour des messages des prophètes bibliques. Pas du tout. Ce n'est pas le judaïsme du tout. Dans l'école rabbinique, à travers les âges, on a pris le Talmud et les Mishnah. Ça, c'est la base du judaïsme. Donc, dans le Talmud, il y a des interprétations de la première partie, surtout de la Bible, mais la Bible n'est pas un livre des Juifs. 3 catégories ont adopté la Bible. C'est les Karaïtes. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas qu'est-ce que c'est Karaïte? Ah oui, quand même. La question a dû être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est les Karaïtes? Est-ce qu'il y a un Karaïte ici? Il y a des gens de gauche ici. Je suis sûr qu'ils connaissent un peu l'histoire. Est-ce que vous savez qu'une des supporters de Trotsky, Yoffe, un personnage très important de le bolchevisme du 17e, 18e, 19e siècle, et 18, 19, Yoffe, vous savez qui c'est? Non? Il y avait ici des gauchistes, non? Bon. Il était proche de Trotsky. Il était d'origine karaïte. Les Karaïtes, c'était une secte très très importante qui était sioniste, entre guillemets, 9e, 10e siècle. Et puis ils ont adopté la Bible. Ils ont refusé le Talmud. Ils ont refusé le Mishnah. Vous comprenez? Ils ont dit seulement la Bible, c'est les lois. Et eux, vraiment, ils ont admiré la Bible. Ils ont étudié sans cesse la Bible. Et c'est eux qui ont émigré à Jérusalem. Pas les Juifs. Pas les Juifs, c'est eux. Deuxième catégorie qui a adopté la Bible comme livre de chevet, c'était les protestants. Pas vous, les catholiques. Les protestants. Ça, c'est un livre important pour les protestants. Tous les courants, évangélistes, puritans, etc. La Bible. Ils ont lu sérieusement la Bible. Et troisième catégorie, c'est qui? Non. Ils savaient un peu, mais ils n'étaient pas intéressés trop. C'est les sionistes qui ont adopté la Bible comme le livre historique du judaïsme. Donc, le judaïsme, ce n'est pas un sionisme. C'est très, très important de comprendre ça. Le judaïsme a interdit une émigration vers la Terre Sainte collective. C'était interdit, clair et simple. Toute l'époque.
Toute l'époque. Depuis quand là, vous pouvez me donner peut-être des preuves? Pardon? Des écrits en tant qu'historien, donnez-nous des dates ou bien des... Il y a un problème avec les Talmuds. Le Talmud, c'est entre le 16e et le 5e siècle, on est d'accord? Voilà, même 6e un peu. Il y avait un Talmud à Jérusalem, vous le savez, bien placé pour le savoir. Oui, mais les Talmuds, mais il y a une discussion entre nous. Aussi un Talmud babylonien, et il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux. Habillez ça. Je voudrais savoir, il y a une divergence entre nous? Si, à quoi vous dites qu'il n'y a pas de mouvement vers Israël? Il y en a eu de tout le temps dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire, il y a eu des communautés. Jamais c'était interdit par les Talmuds. Les deux Talmuds. D'ailleurs, il faut savoir que les Talmuds de Jérusalem étaient beaucoup moins importants que les Talmuds babyloniens. Dans les Talmuds babyloniens, qui étaient écrits, si vous voulez, entre le 2e siècle après Jésus-Christ et le 5e, même début 6e siècle, là-bas, il y a 3 ordres. On ne peut pas émigrer à la Terre Sainte, on ne peut pas de façon collective. On peut aller comme pèlerin et comme dit. Les seuls qui ont émigré collectif, c'était les Caraïbes, pas les Juifs, jamais. Sauf le 18e siècle. Un groupe de Chassidim, un peu, vous savez, farfelu. Après l'Inquisition. Pardon? Après l'Inquisition, il y a un mouvement d'Espagne. C'est fantastique ça. Vous savez que les méchants espagnols et portugais ont chassé les Juifs. Vous savez ça? Donc les Juifs ont dû quitter l'Espagne. Excusez-moi, ce n'est pas un dialogue entre nous. Vous avez posé une bonne question, je réponds. Après l'Inquisition, en Espagne, en Portugal après, et avant, les Juifs ont quitté la terre d'Espagne, leur terre natale. Où ils ont émigré? Vers Jérusalem? Ce n'est pas loin. Il n'était pas à Moscou. Il était à Barcelone. Où ils ont émigré? La majorité écrasante. Non. Ils ont émigré, une partie, pas très importante, mais une partie a émigré à Maghreb, une partie a émigré en Italie, une grande partie, et l'autre partie a émigré vers la Grèce et dans l'Empire ottoman. Beaucoup. Ils ont gardé même les ladinos. Très peu, messieurs, très peu. Et il y a des chiffres. Très peu. Entre les milliers qui étaient chassés, à peine 400 sont arrivés à la Terre Sainte. À peine 400, messieurs. Donc, si le judaïsme était sionisme, il a dû venir. Et pas seulement, il y a une histoire fantastique d'une femme merveilleuse qui s'appelle Donna. Comment? Donna. Léon? Non. Qui a été envoyé après en Italie, après l'Empire ottoman, et qui avait vraiment... Bon, elle achetait des terres en Palestine. Et comme elle était très riche, une femme fantastique d'ailleurs, première soi-disant sioniste, qui achetait des terres parce que les Juifs étaient chassés, elle a pensé peut-être, voilà. Ils vont émigrer en Palestine. Donc elle achetait beaucoup de bateaux. Et achetait des terres à côté de Tibéria, le lac de Tibéria. Et il a invité des Juifs arrivés, les Juifs qui étaient partis d'Espagne, allaient en Italie, en Grèce, etc., à Salonique. Personne n'est pas venu. Les bateaux étaient vides. Personne n'a pas venu. Toutes les conditions étaient soi-disant prêtes. Et si vous voulez, l'Empire ottoman a laissé, parce qu'elle a eu beaucoup de rapports. Et elle-même a choisi vivre à la Terre Sainte, en Palestine? Non. Elle a terminé sa vie à Constantinople. Vous savez ça? Personne n'a pas émigré, sauf des gens. Et d'ailleurs, j'ai fait une recherche dans le deuxième livre sur le pèlerinage. Pèlerinage
chrétien et pèlerinage juif. Rien à comparer. Les Juifs ne sont pas partis, même individuellement, très peu. Et pourquoi? Parce que c'est contre les croyances. On ne va pas dans la terre sainte tant que le Messie n'arrive pas. C'est ce que le mouvement ultra-orthodoxe dit en fait. Les Juifs, pas le mouvement, les Juifs jusqu'à aujourd'hui insistent sur ça. Les vrais Juifs, à mes yeux. Parce que si le judaïsme n'est pas un problème de sang, si le judaïsme n'est pas une culture laïque, les Juifs jusqu'à aujourd'hui, à Jérusalem ou à Brooklyn, tiennent toujours cette opinion. Il faut attendre le Messie. Et d'ailleurs, ce n'est pas sionisme, parce que le deal avec le Messie, s'il arrive, qu'il va amener tous les Juifs à Jérusalem, mais pas seulement les vivants, les morts aussi. C'est le bon deal. Et qu'une compagnie téléphonique française ne propose pas ça. Une vraie deal. Non, je rigole pas. C'est-à-dire, je raconte dans le deuxième livre au début, j'aime une petite histoire. L'histoire de ma famille. Vous savez, j'ai eu une grand-grand-père, on dit comme ça? Arrière-grand-père, pardon. Arrière-grand-père. Je raconte cette histoire. Et cet arrière-grand-père était un salaud, un vrai salaud. Pas tout le monde, et qu'une famille, pas tout le monde est gentil, vous savez ça? Bon, vous ne savez pas. Chacun un salaud. Chacun un salaud. Pourquoi ça? Il était un vrai juif. Avant de mourir, il a acheté un tombeau et un billet de train pour aller en Palestine. De Lodz, un billet, tombeau et ensemble pour aller à Jérusalem. Mon arrière-grand-père, il n'a pas laissé un sou à la famille. Tout était dépensé pour ce voyage, dernier voyage. Parce que les Juifs sont allés parfois. Pour mourir, monsieur, pas pour vivre. Pour mourir. Et pourquoi il voulait aller? Il était salaud, pas parce que, bon, il a resté comme comment dire, un type qui n'a pas laissé un sou à la famille. Mais vous devez savoir pourquoi il voulait aller mourir. Parce qu'après la foi juive, ceux qui sont enterrés sur le mont d'Olivier, il est là-bas jusqu'à maintenant. Ceux qui sont enterrés dans le mont d'Olivier vont être les premiers pour s'élever. Vous connaissez ceux qui, sur la route, vous écoupent du côté droit pour être les premiers? C'est l'arrière-grand-père. Non, c'est pas une blague, il voulait être l'un des premiers. Il n'a pas laissé un sou, la famille. Et la famille s'est dégradée à partir de cette époque, je ne rigole pas. Ils sont devenus des prolétaires. C'est ça la dégradation. Devenir prolétaire, oui. Chez les Juifs. Non, vous devez savoir, je rigole, mais ma grand-mère est devenue une ouvrière à Lodz. Parce que le prolétariat juif était très fort. Plutôt le prolétariat yiddish à Lodz était le premier prolétariat fort, organisé par les communistes et par les bombes après. Bon, j'ai essayé de montrer que le judaïsme n'est pas le sionisme. Et vous devez savoir, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, que le sionisme surgit comme une expression, si vous voulez, à cause des pogroms, à cause de l'antisémitisme à l'Europe de l'Est, comme l'Empire russe commence à les vomir. La réaction de tout l'establishment rabbinique, sauf une petite minorité, sont antisionistes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Tous les courants, les choses qu'on appelle orthodoxes, ultra-orthodoxes, réformistes, conservateurs, tous opposent fermement au sionisme. Vous connaissez c'est pour exemple, vous connaissez les rabbins Leibovitch, les Leibovitch, les grands rabbins Leibovitch, au début du XXe siècle, c'est un des grands rabbins de Hassidim, et antisioniste farouche. Jamais je ne vais pas oser m'exprimer comme lui, terriblement. Ils ont compris
que le sionisme sera la fin du judaïsme. Ils ont eu raison. Et le fait qu'aujourd'hui il y a une nouvelle symbiose entre religion et nationalisme juif, ce n'est pas le judaïsme historique. Rien à voir. Rien à voir, c'est un grand mot, c'est-à-dire le nouveau toujours utilise le passé. Ce n'est pas le passé qui forge le présent, c'est le contraire. Tout le temps, c'est plutôt le présent qui forge, qui constructe le passé. Ce n'est pas l'opposé. Donc aujourd'hui, on autorise ça, si vous voulez savoir, les mythes, les héritages, etc. Mais personne ne va pas discuter sur ce fait. Que le judaïsme n'est pas le sionisme. Autrefois, c'était connu par tout le monde. Les juifs ne voulaient pas émigrer. Et dernière chose, parce que je ne veux pas être trop long, je vous avais promis 45 heures et 45 minutes et je suis déjà 56. Donc, dernière chose. À la fin du XIXe siècle, avec les vagues de pogroms anti-juifs dans l'Europe de l'Est, dans l'Empire russe, les communautés juives partout commencent à bouger. Donc, ils commencent à aller vers l'Ouest. Vienne, Berlin, Paris, Londres, New York, San Francisco. Il y avait même un film, le rabbin de l'Ouest. De toute façon, l'émigration est forte. Parce qu'ils ont souffert beaucoup dans l'Empire russe. Jusqu'en 1924, que les États-Unis ferment les portes pour cette immigration juive, il y a autour de 2 millions d'émigrés. Et hélas, le fait que les États-Unis changent les règles de jour pour les émigrés de l'Europe de l'Est, les gardent une grande partie en Europe qui vont être liquidés. Mais, ces temps-là, jusqu'à 24, il y a 60 000 juifs qui émigrent en Palestine. Face à 2 millions, 2,5 millions et 2,5 millions. Bon, il y a un parti aussi Buenos Aires, un peu, vous savez. Mais vous pouvez imaginer, la majorité des juifs, croyants et pas croyants, bondistes, communistes, rabbins, vont aller ailleurs. Pas en Palestine, monsieur. Même que le mandat britannique à cette époque est favorable, après les déclarations de Lord Balfour, pour créer là-bas une communauté sur les auspices de l'impérialisme britannique. Mais ils ne vont pas aller. 24, ça ferme la porte. Donc il y a beaucoup plus d'émigrants vers la Palestine à cause qu'il n'y a pas un choix. Et dernière petite chose, à la fin des années 80, début des années 90, comme l'empire stalinien commence à se décomposer, où il veut aller, les descendants des Juifs de l'Europe de l'Est, où il veut émigrer? Aux États-Unis. Et qu'est-ce que fait le gouvernement d'Israël? Pression sur le régime de Reagan, qui ne laisse pas entrer les Juifs. Officiellement, et ça vous pouvez vérifier, monsieur, une pression sur l'administration de Reagan de couper, de ne pas laisser. Et une manipulation tellement dégueulasse cheminait les Juifs en Israël. Donc ils n'étaient pas différents de leurs ancêtres de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Une chose, le judaïsme n'est pas sionisme. Et Bibi Netanyahu est juif comme moi, je suis bouddhiste. Merci beaucoup. J'accepte jeter le mot peuple. Mais les mêmes problèmes nous avons avec le mot nation. Le concept nation est aussi problématique. Vous êtes très très français, monsieur. Ce n'est pas une faute. Mais pourquoi? Parce que vous avez un concept très très français républicain de la terme nation. Maintenant, entre nations, pour moi,
et le terme peuple, il y a une petite différence. Un peuple, je peux l'appliquer sur beaucoup de groupes avec une culture comment on dit, laïque commune. Pour moi, une nation, c'est un peuple qui exige une souveraineté sur soi-même. C'est-à-dire un peuple ou un autre groupe humain, peu importe, qui exige une souveraineté sur soi-même, devient pour moi une nation. Et j'explique ça dans mon livre. Vous devez acheter mon livre. Non, parce qu'il y a un chapitre sur ça, que j'explique les différences que j'utilise moi. Mais il y a un pagaille avec le terme nation. Il y a une vraie pagaille, comme avec le peuple. Vous devez savoir. C'est très intéressant que des concepts tellement importants dans notre imaginaire politique ou historique ne sont pas clairs. D'ailleurs, classe non plus. Classe non plus. Qu'on a utilisé beaucoup autrefois. Un peu moins aujourd'hui, sauf Emmanuel Valls. Maintenant, je voulais vous dire, monsieur, qu'il y a un peuple israélien et il y a une nation israélienne. Si je refuse de dire que Finkielkraut appartient au même peuple que moi, après qu'il est entré dans l'Académie française, c'est sûr que je le refuse. Et ça, c'est important. Et les Palestiniens, ça a pris trop de temps pour comprendre que la colonisation sioniste au Proche-Orient a créé un peuple. D'ailleurs, on ne peut pas le connaître. Mais il y a un peuple israélien. Pourquoi? Parce qu'il y a une langue commune. Parce qu'il y a un théâtre israélien. Il n'y a pas de théâtre juif aujourd'hui. Il y avait autrefois un théâtre yiddish très important, mais pas juif. Et il y a la littérature israélienne. Il y a une nourriture israélienne. On a volé ça aussi des Palestiniens. Mais si vous allez à un restaurant à New York, il y a une cuisine israélienne. C'était palestinien, peu importe. Maintenant, c'est important. Le sionisme a créé là-bas un peuple qui ne veut pas les connaître. Et il met en danger l'existence de ce peuple chaque jour. D'ailleurs, il a créé deux peuples. Parce que le peuple palestinien était créé à cause des colonisations sionistes. Sinon, il y aurait une autre forme de peuplade. Mais pas seulement de peuple. Le sionisme a créé une nation israélienne. Parce que les Israéliens meurent et tuent pour garder leur souveraineté. Et les Palestiniens meurent et tuent pour avoir leur souveraineté. Donc il y a une nation que le sionisme a créée. Vous comprenez ça? Mais une chose importante. Je crois que la nation aussi est importante. Mais j'ai été très court. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un peuple exige une souveraineté et devient nation. La plupart du temps, c'est l'État qui crée les peuples et crée les nations. Et il n'y a pas encore un peuple achevé palestinien tant qu'il n'y a pas un État palestinien pour accomplir, façonner ce peuple. Vous comprenez ça? Il faut avoir l'appareil d'État pour forger une nation. Et ce n'est pas vrai qu'en 1789 ou 93, il y avait une nation française. Non, monsieur. Non, monsieur. Il y avait beaucoup de, comment dire, de gens qui savaient. Mais la plupart encore de ceux qui ont vécu sur la terre de la royaume français ne savaient pas encore qu'ils sont français. Il fallait les lois Ferry à 84 pour accomplir la création des nations françaises. Parce que les Bretons, milieu du 19e siècle, une grande partie ne savait pas encore qu'ils sont français, monsieur. Et les provinciaux. Et je viens maintenant de Nice, c'est de l'histoire. Pas du tout. Même jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, c'est tout ça, c'est cool. Ce n'est pas clair conceptuellement. C'est un problème. Et ce n'est pas un hasard que ce n'est pas clair. Bon, aujourd'hui, je peux vous assurer, il y a une nation française. Mais quelle question! Non, ce n'est pas gentil. J'ai vécu presque toute ma vie à Tel Aviv. Ma première mot d'amour était en hébreu. Pas ma première langue. Ma première langue est yiddish. Mais j'ai déjà commencé. Je ne pourrais pas draguer en yiddish, j'ai passé en hébreu. Et c'est important.
Je parle hébreu. Je rêve encore en hébreu. Je vis à Tel Aviv, j'ai une famille. Donc, est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, audacieux me demander ça? Est-ce que vous ne comprenez pas que le sionisme a réussi à créer un peuple israélien, une nation israélienne qui est attachée à la terre? Moi, je ne suis pas attaché à la terre. Vous connaissez le poème de Mahmoud Darwish qui a écrit sur moi? Non, moi celui-là. Il a écrit sur moi un poème autrefois à propos de terre. Et c'est lui qui m'a convaincu à 68 comme jeune soldat de rester là-bas et de lutter là-bas. Lisez ces poèmes, vous pouvez les trouver en français dans l'internet. C'est ce que je voulais entendre. Mais je n'étais pas attaché à la terre, j'étais attaché à la tasse de café de ma mère. J'étais attaché à, comment dire, à les maisons autour de moi. La langue qui m'entourait. L'imaginaire, si vous voulez, qui m'entourait. Et la Bible était partie. C'est ce poème-là sur le pain de sa mère? Sur le café de la mère. Oui, c'est le soldat qui aimait les lilas blancs. C'est moi. Vous comprenez? D'accord. Que je suis patriote? Pas tellement. Pas tellement qu'on pense. J'ai été dans 2 guerres dans ma vie. 2 guerres que je n'ai, comment dire, jusqu'à maintenant, je regrette. Mais je suis attaché. Vous comprenez, un point de sentiment, je ne peux pas quitter. Et ce n'est pas facile pour moi d'être là-bas. Ce n'est pas facile, d'accord? Le problème, c'est que l'extrême majorité est conformiste. Et vous transgressez, c'est votre problème. Hein, d'accord? Vous avez été gauchiste, vous êtes né pour transgresser, c'est votre problème. Ça, je le respecte profondément. C'est tout que je suis. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Ah non! Vous aussi, vous êtes juif. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire être juif. Mais moi, je vous explique. Être juif, pour moi, c'est que depuis mes arrière-grands-parents, à la fête de Pessah, que ce soit mis tout ce que vous voulez, on lit une Haggadah, la sortie d'Égypte, du peuple juif, 210 ans, en hébreu. Le livre de prière est en hébreu depuis des générations, la Bible est en hébreu. Il se trouve que ça appartient au départ au peuple juif. Rappelez-vous combien on est dans le monde juif? Nous sommes 12 millions, monsieur. Le monde arabo-musulman, dites-nous combien c'est? 1,2 milliard, représentant 1%. Que vous dites par exemple qu'il n'y ait pas de mouvement, ce n'est pas vrai. Yehuda Lévi, quand il a écrit tout ça, il est allé carrément en Terre Sainte. Vous avez tout un noyau au XVIe siècle avec le Shulchan Aruch qui a été écrit là-bas avec l'Ouria à Tibéria. Vous avez dit qu'il y avait 400, il y en a bien plus. Ensuite, tout le dogme. Vous voulez être plus long, parce qu'il y a des autres gens ici qui vont me poser des questions, pas moi c'est important. Je sais que ça vous dérange, je sais, je suis désolé. Non, ça me dérange parce que vous... Alors, je termine. Il y a un triptyque dans la pensée juive qui est le peuple d'Israël, le peuple juif, la Torah, oui, c'était un héritage, la constitution du peuple, et la terre d'Israël. Que nous n'ayons pas eu de terre pendant 2000 ans, d'accord, mais qu'il y ait un moment de retour, pourquoi pas? Des prophètes qui ont émigré et qui ont les premiers proclamé énormément de vertus pour le peuple, pour l'humanité. Ils ont existé, Monsieur. Voilà, je suis désolé pour vous. Sois désolé, je vis bien. Mais je respecte profondément ce que vous dites. Ne respecte pas. Si, je respecte absolument, mais je ne suis pas d'accord. Je veux vous dire une chose. J'étais un nom comme Yehuda Lévi. J'étais un autre nom qu'il y avait plus de 400, ce n'est pas à faire l'histoire. Parce que je passe sur les milliers de millions de juifs qui ne voulaient pas émigrer parce que c'était interdit. Donc, non, je vous avais attendu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gens. Est-ce que vous voulez me déranger? Est-ce que vous êtes venus pour me déranger? Non, certainement. S'il vous plaît, je ne veux pas continuer. Certainement pas. Et l'autre question. Non, parce que une chose importante. Une chose, une minute. Alors pour calmer le débat. Et je voudrais que vous ne les dérangez pas, monsieur. Écoutez, monsieur. Alors pour calmer le débat, je voudrais poser une question. Chacun peut se devenir, chacun de vous qui veut se définir juif, je le respecte. Pas de problème. Est-ce que vous me laissez le droit de ne pas être juif? Non, monsieur. C'est ça le problème. Maintenant, j'ai écrit un 3e livre
comment je cessais d'être juif. Toute ma vie, je me définis comme juif. Pourquoi? À cause des génocides nazis, à cause de l'antisémitisme historique, pas à cause de la Bible, monsieur, parce que je suis laïque, j'étais, je reste, et probablement je vais mourir comme ça. Donc, me parler sur les Torah, les Juifs ont des Torah, les Juifs ont des terres d'Israël. Moi, j'ai les terres d'Israël maintenant. Pas vous. Si, monsieur. Stop. Vous vivez ici. Oh, maintenant, je voulais savoir une chose. Vous appartenez au peuple français ou au peuple israélien? Excusez-moi, vous appartenez. Non, ne me réponds pas. Moi, j'appartiens au peuple israélien et je suis d'origine juive. Pourquoi j'ai écrit le livre Comment je cessais? Parce que je suis en Israël, qui se définit comme un État juif, pas une république israélienne. Cet État appartient à ce monsieur, à Finkelkraut, plus qu'à mes étudiants palestino-israéliens qui parlent hébreu mieux que cet monsieur, je crois. Ok, excusez-moi. Parle mieux, d'accord? Excusez-moi, monsieur. Mais parle mieux qu'Alain Finkielkraut, que Baron Lévy. Mais l'État ne l'appartient pas. Vous savez ça? Il y a une ségrégation en Israël. L'éducation est ségrégée pour ne pas parler d'un apartheid de 47 ans dans le territoire occupé. Mais monsieur, et ça c'est important, j'ai décidé d'écrire parce que je me sentais juif et être un citoyen privilégié en Israël. Si l'État est communautaire, et l'État est communautaire qui appartient aux Juifs et pas aux Israéliens, c'est un État, si vous voulez, sur les bases racistes. Et pourquoi raciste? Pourquoi raciste? Parce qu'on ne peut pas définir qui est juif laïque. Il n'y a pas aucun critère. Vous avez vu, il a parlé de Torah, d'Israël. Si vous trouvez un critère de culture laïque qui peut définir les juifs, pas l'ADN, pas les sangs juifs. Si vous trouvez, je vais changer mes pognons, je suis ouverte. Mais l'effacer ne peut pas définir un être. L'origine n'est pas suffisante pour se définir culturellement, politiquement. Et j'ai décidé, le jour, je me souviens, d'écrire ce livre. J'étais à Londres, je donne une conférence à Londres. Il y avait beaucoup de monde, comme ici ce soir. Et il y avait, la majorité étaient des Anglais juifs, très à gauche, très progressistes comme on dit. Et il y avait 3-4 étudiants arabes. Les modérateurs étaient pour moi, comme un critique en Israël, un philosophe de Oxford, très ouvert. Et on bavarde comme ça, on fait des blagues, on critique Israël. Et soudain, j'ai senti mal. Parce que les 3 étudiants arabes ne pourraient pas entrer dans la discussion. Exprimer. Et soudain, j'ai eu une idée dans ma tête, monsieur. Et c'est pour vous, c'est un petit cadeau pour vous. Je me demandais une petite question, toujours simple, toujours simple. On peut devenir juif religieux, un vrai juif, on peut devenir ou non? Oui? Essaye. On peut devenir chrétien? On peut. On peut devenir musulman? On peut. On peut devenir socialiste? Même après l'élection, on peut. Non, mais je voulais dire, on peut devenir conservateur. On peut s'inscrire dans le Parti socialiste, monsieur. On peut devenir israélien. Mais la question qui m'a surgi dans la tête devant cet public, est-ce qu'on peut devenir un juif laïque? Réfléchissez, monsieur. Quelqu'un qui n'est pas né à un mère juif peut devenir juif laïque? Et à ce moment-là, en sachant qu'on ne peut pas devenir juif laïque, j'ai décidé de ne même pas définir plus de juifs. Je ne voulais pas appartenir à un club exclusif, monsieur. Autrefois, ce n'était pas club exclusif, parce que c'était pénible pour mes ancêtres d'être juifs. Aujourd'hui, ça devient un club exclusif qui ne reçoit pas de membres. Moi, vers la fin, je m'approche à la porte de sortie.
j'ai décidé de ne pas appartenir jamais, jamais à des clubs qui ne reçoivent pas de membres. Merci beaucoup. Le pauvre Dieudonné, qui me dégoûte profondément, même si je sais que c'est un fruit de certaines ambiances, de certaines orientations, de certains clubs exclusifs. Même en sachant ça, nier le fait que les nazis ont massacré des juifs et des descendants des juifs et des autres, des tziganes et tout ça, je ne peux pas accepter. Et maintenant, la dialectique aujourd'hui de Finkielkraut Dieudonné, vous devez, heureusement qu'on ne donne pas à Dieudonné diriger une émission à France Culture. Heureusement. Mais une chose importante, les conduits des CRIF, les conduits de tous supporters des CRIF, dans les médias, dans les pouvoirs, préparent un terrain de beaucoup de Dieudonné si on ne change pas quelque chose d'important. Mais je voulais vous dire une chose. Vous savez qu'en États-Unis, dernièrement je pensais sur les États-Unis, qu'il y a là-bas un lobby pro-israélien qui s'appelle lobby juif. Vous savez ça? Tout le monde sait, tout le monde écrit, des gens critiquent, des gens supportent, mais c'est une chose qui est devenue normale dans les pratiques politiques de la culture politique américaine. En France, il n'y a pas un lobby juif? Non. C'est-à-dire, officiellement, on ne peut pas. Vous comprenez? J'aurais préféré une situation comme les États-Unis. Vous comprenez que ce sera clair, transparent. Pas comme aujourd'hui. Vous comprenez ça? Et c'est ça qui fait comme on dit, des petits Dieudonné, et demain peut-être pire que Dieudonné. Sera le pire parce qu'il est plus intelligent. Mais vous devez comprendre, cette maladie, qui à mon avis une autre maladie le crée, il y a un lobby, pas formel. Le CRIF a des pouvoirs. Et pas seulement le CRIF. Je voudrais que ce sera transparent comme aux États-Unis, que ce sera clair. Qu'en critiquant cette support que Bibi Netanyahu a en France, qu'on ne classe pas comme antisémite parce qu'après il y aura des antisémites. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce sera plus ouvert cette discussion qu'il y a beaucoup de gens d'origine juive qui défendent à n'importe quel prix Israël. D'ailleurs, il y a des non-juifs qui font les mêmes choses. Ils soutiennent une politique terrible, 47 ans occupé une autre population. 47 ans, pas 47 jours, pas 47 semaines, pas 47 mois, 47 ans, une population sans aucun droit politique. Ni droits syndicaux, ni droits civiques, ni souveraineté. Vous savez, quand Poutine a pris le Crimée, immédiatement, il y a des sanctions. Même que cette occupation, on l'a reçue avec des fleurs et des drapeaux. Quand je suis arrivé à 67 à Hebron, dans un char, personne ne m'a pas accepté avec des fleurs et ni avec des drapeaux. Et jusqu'à aujourd'hui, cette population ne veut pas que je serai là-bas. Quelqu'un est pour les sanctions contre Israël, comme on a fait contre la Russie. Vous, messieurs, vous êtes pour 47 ans. Et le gouvernement israélien n'est pas prêt de laisser aller, de sortir de ce territoire. 47 ans, messieurs, je vis ça. Et vous voulez que je serai calme? Ce n'est pas facile pour moi. Mais nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes ethnocratie, un État communautaire, mais libéral. Pas un point de vue économique. C'est-à-dire avec un pluralisme politique profond jusqu'à maintenant. Les Français ne comprennent pas les différences entre démocratie et libéralisme, je m'excuse, mais c'est une partie de votre bagage. Bon, l'État d'Israël n'est pas démocratie parce qu'il n'appartient pas à ses citoyens. L'État d'Israël n'est pas une république parce qu'il n'appartient pas à ses citoyens, il appartient à des messieurs ici qui sont d'origine juive. Et s'il n'y a pas de juifs, je parle, ben on le dit.
L'État appartient, il sait ça devant lui. Donc ce n'est pas un État démocratique. Mais c'est un État avec un joug libéral, pluraliste, très fort. Vous comprenez? C'est la raison que je peux enseigner à l'université de Tel Aviv sans grand problème. Bon, je n'ai pas de chair à cause de ça, je n'ai pas d'assistant trop. Vous comprenez? Et ils sont jaloux aussi. C'est plus important que l'idéologie, peut-être. Je ne rigole pas. Vous connaissez un peu le monde universitaire? Mais une chose, vous avez eu raison. C'est-à-dire, le poids d'idéologie est relativement moins important qu'il y a 40 ans. Mais, certaines idéologies, c'est-à-dire, mon livre n'est pas acheté, n'est pas lu par la population israélienne. C'était lu par la jeunesse de Tel Aviv. Et Tel Aviv n'est pas Israël. Vous comprenez? Donc ça n'arrive pas. Et un prof de lycée à Beersheba, jamais ne va pas lire mon livre. Il n'y a pas cette circulation entre élite et large couche de demi-intellectuels comme en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. C'est plutôt comme aux États-Unis. Donc je ne suis pas un risque. Vous comprenez? Ce n'est pas cette circulation. Et en plus, si vous voulez, il y a des gens qui me lisent à Tel Aviv, je reçois des milliers de lettres, d'accord? Maintenant, je ne crois pas que les livres changent le monde. Je n'écris pas ces livres pour changer le monde. Une chose, je suis sûr, même que je suis très très pessimiste, mais pas fataliste, que le monde change, il cherche des autres livres. Vous comprenez les différences? Si le monde change, il cherche des autres livres. Vous comprenez? Pour justifier son changement. Pour se trouver dans le changement. Pour se trouver dans le changement. C'est ça mon espoir. Et il y a beaucoup de gens qui me lisent, qui viennent à mes conférences. Je suis, comment dire, je ne dois pas me plaindre en point de vue de public en Israël. Pas du tout. Je refuse de donner des conférences. Et mes livres se vendent bien, c'est-à-dire le nombre en Israël, c'est fantastique. Mais ça ne veut dire pas qu'Israël s'échemine politiquement, idéologiquement, dans le bon côté. C'est-à-dire, vous devez savoir qu'il y a une couche de sociétés qui se sentent très mal de continuer à occuper le peuple de 47 ans avec aucun droit civique ou politique. Mais vous savez, c'est gauche sioniste. Il a un problème. Je ne parle pas à une large population. Les gauche sionistes ont perdu tous. Pourquoi? Une des raisons, c'est le fait que cette gauche sioniste qui a créé l'État d'Israël, a créé la colonisation, ont toujours cru que c'est les patries, comme ce monsieur-là, les patries historiques des Juifs. Il y a un petit problème dedans, qu'après la Bible, les patries, la terre nationale, n'est pas Tel Aviv, Haïfa. C'est où? La terre antique, nationale, patriote, c'est où? C'est Quds, Hebron, Bethléem et Jéricho. Vous pouvez imaginer des Français qui acceptent de renoncer à Reims? Hebron, c'est au moins comme Reims, pour vous. Oui? Reims? Reims? Oui, Reims. Hebron, vous comprenez, on a été éduqués que c'est notre terre. Comment on peut renoncer? Parce que Tel Aviv et Haïfa n'étaient pas bibliques. Il n'y avait pas des Judaïens qui ont vécu là-bas. Vous comprenez les contradictions profondes? Donc on ne peut pas renoncer. On peut dire, oh, ce n'est pas gentil. Mais je ne connais pas un peuple qui renonce à sa propre terre, une propre volonté, sans pression de l'extérieur. Donc, aucun espoir de changement de dedans. J'ai une petite question qui porte sur le passé. Qui porte davantage sur l'histoire. Peut-être que ça apaisera un peu le débat. J'essaie de faire des prophéties sur le passé, pas sur l'avenir. Mais je suis très pessimiste. Je crois que rien ne va pas changer dedans sans impression de vous ici. C'est clair. Maintenant, une chose importante. On a demandé partout, surtout le palestinien et l'arabe, si je suis pour un État binational. Vous avez entendu de ce projet? Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Je crois que c'est une mauvaise utopie.
Et alors la solution, la solution, il n'y a pas une solution. Non, maintenant, non, c'est important. Toujours dans l'histoire, il y a des solutions. Il y a des mauvaises solutions et mieux, des solutions mieux. Comment moi je vois les solutions? Je ne suis pas utopique. Utopique. J'essaie de ne pas être. J'étais autrefois, comme j'étais gauchiste, j'ai cru à la révolution, comme beaucoup entre vous. Pas le jeu. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Je suis pour la retraite, avec toutes les pressions possibles, sauf les terreurs, de faire sortir Israël des territoires occupés. Je suis pour un État palestinien à côté d'Israël. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on peut créer, faire un projet politique valable d'un État binational. Parce que je ne crois pas que la société la plus raciste dans le monde occidental aujourd'hui va accepter un État binational et être minorité dans cet État. Donc, ma vision, 2 États, mais immédiatement confédérés. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les Arabes et musulmans au Proche-Orient. Et toujours je dis à mes étudiants, si vous voulez ne pas vivre avec des Arabes et musulmans, quitte les Proche-Orient. Va à Paris, va à Toulouse, va à Marseille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas vivre séparément derrière un mur. C'est la raison que j'ai ma vision. Après la retraite, de confédérer les 2 États, parce qu'il faut qu'on vive ensemble. Et chaque étape de cette confédération, parce que vous savez, il y a des confédérations et il y a des confédérations poussées. Ça dépend de la dynamique de ces 2 peuples, 2 nations qui vivent ensemble. Donc, quelle est la différence avec l'État binational? Que les Palestiniens doivent passer par une certaine souveraineté de soi-même. Ils demandent ça. il y a longtemps. Hein. Longtemps. J'ai souligné 4 fois 47 ans. 4 fois. C'est la dernière chose qu'on peut accuser.